Les principaux marqueurs de votre vie s'inscrivent sans conteste dans l'enfance. J'essaie souvent de savoir pourquoi le vélo, pratiqué, écouté, regardé et écrit, compose depuis 43 ans une grande partie de mon ADN. D'abord, il y eut mes parents qui faisaient du vélo, membres actifs du petit club cyclotouriste de notre bourgade. Cela exerçait une influence, forcément. Mais, à mon avis, il faut qu'à un environnement propice s'ajoute une image forte, une sorte de Madeleine de Proust. Cette image forte, je la reçois en plein visage un samedi 4 juin 1977, lors du Dauphiné libéré. J'ai 8 ans. Un jeune champion, un breton comme nous, bourré de talent et sans complexe, vient de semer dans le col de porte des champions de la trempe de Van Impe, Merckx, Stevenay, rien que ça. Seul en tête, il possède une minute d'avance, avant de basculer dans la descente qu'il dévale à toute vitesse excessive. Dans un virage, ça ne passe pas. Hinault effectue un tout droit dans un profond ravin. Il disparaît. S'il n'y avait pas eu ces quelques arbres auxquels il put se rattacher de justesse, serait-il sûrement mort, ou mieux aurait-il fini paralysé comme Roger Rivière, 17 ans plus tôt. Heureusement pour ce grand espoir du cyclisme mondial, il y a ces arbres, et il réapparaît très vite à la surface de la terre. Le dos meurtri, un filet de sang sur le front, la mâchoire crispée, 2 personnes le tirent par la main pour le remonter. Il a à peine le temps de reprendre ses esprits qu'il est déjà en selle sur un nouveau vélo. Plus tard, dans le terrible mur de la Bastille, épuisé mentalement et physiquement, certainement rattrapé par la peur a posteriori, le Breton pose pied à terre. J'en peux plus, j'arrête, souffle-t-il. Le mécanicien de Gitane descend de la voiture et pousse son champion sur quelques centaines de mètres à pied. Hinault finit par enfourcher sa machine et remporte l'étape avec plus d'une minute d'avance sur le deuxième. Hinault ne fut pas pour moi un modèle sur le long terme, seulement cette jeune pépite embauchée par Gitane parce qu'elle a vécu et par la manière dont elle a réagi ce 4 juin a constitué mon départ dans ma célébration permanente du sport cyclisme. Cette célébration reposant sur quelques mots-clés: dépassement de soi, rage de vaincre, goût de l'effort physique. Il offrit aussi dans cette épreuve de la chute et de la victoire la possibilité pour un homme d'accomplir un exploit héroïque. C'est cet héroïsme qui éveille et guide les passions des futurs champions. Hinault savait gagner, mais pas seulement. Hinault savait, inconsciemment en toute probabilité, comment gagner pour rester dans l'histoire. Hinault est né dans les Côtes d'Armor, appelées Côtes du Nord à l'époque, en 1954, et il vient assez tard au cyclisme de compétition, à l'âge de 16 ans, alors que de nombreux jeunes de sa génération ont déjà écumé les courses en catégorie minime et cadet. Nombreux ont même démarré en école de cyclisme. Il dispute sa première course en mai 1971 à Planguenoual, plusieurs années après avoir accompli une vingtaine de kilomètres par jour pour se rendre au collège et tenter à chaque fois de suivre le plus longtemps possible les camions dans la côte de Langueux. Première course, première victoire face au cador de la catégorie, Jean-Yves Olivier. Obligé de sortir seul du peloton pour aller chercher ce petit nouveau échappé au 4e des 10e tours. L'affaire se règle au sprint dans un faux plat. Hinault ne fait qu'une bouchée d'Olivier, naissance d'un surdoué. En junior, il récolte des victoires au plus haut niveau national. Il remporte notamment avec l'art et la manière le premier pas d'un lope, un équivalent du championnat de France junior, en s'échappant seul à 60 km de l'arrivée d'une épreuve qui en compte 115. Sa carrière professionnelle démarre en 1975, sous la direction de Jean Stablinski, au sein de l'équipe Gitane. Le jeune breton fait déjà parler la poudre, guère impressionné par les Merckx et autres Zoutmelk, qui sont pourtant les grands noms de l'époque. Mais Hinault et son caractère légendaire ne s'accordent pas avec Stablinski. Il cherche donc une nouvelle équipe. Le remplacement de Stablinski par un jeune ex-coureur du nom de Cyril Glimard va le faire revenir sur sa décision. Démarre alors une association tonitruante qui va dessiner jusqu'en 1982 la première partie d'une carrière prolifique. Glimard sait exactement comment il va pouvoir propulser son jeune poulain sur les plus hauts sommets du cyclisme international. Les saisons 1976 et 1977 représentent la gestation du projet, même si quelques victoires significatives dans Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège et le Dauphiné libéré font dire au roi Eddy Merckx que Hinault sera bientôt le meilleur coureur du monde. L'éclosion pleine et entière a lieu en 1978, quand celui qu'on surnomme le blaireau atteint les 24 ans, dans son escarcelle Tour d'Espagne, Championnat de France et surtout Tour de France.
Comme le prédisait Merckx, la carrière d'un futur grand champion est lancée. Jusqu'en mai 1983, c'est un quasi sans faute sous l'ère Guimard, exception faite d'un abandon sur le Tour de France 1980. La faute à un genou tendineux. À part ce petit impair, Hinault rafle presque tout. Les classiques, Liège-Bastogne-Liège, Flèche-Wallonne, Paris-Roubaix en 1981, alors que les pavés le rebutent, Tour de Lombardie, Grand Prix des Nations, tous les Tours de France sauf 1980, le championnat du monde à une reprise en 1980 dans la côte de Domancy. Il va même défier les Italiens sur leur chasse gardée, en leur chippant à 2 reprises le Giro, 1980 et 1982. Sa soif de victoire est sans limite. Jusqu'à l'âge de 28 ans, Hinault se repose sur ses capacités physiques hors normes. Il a encore la jeunesse nécessaire pour ne pas se faire trop mal à l'entraînement en hiver. Comme en témoignait Laurent Fignon dans son autobiographie, le patron revenait en février avec quelques kilos en trop et les premières sorties collectives étaient un peu poussives. Cela dit, après quelques bonnes séances en foncier et en intensité, la condition revenait assez vite, généralement dès le mois de mars. Mais l'organisme, aussi phénoménal soit-il, peut aussi s'éroder. En 1983, Hinault remporte une nouvelle belle victoire dans un grand tour, la Vuelta, en devant au passage une fière chandelle à son jeune équipier Laurent Fignon. Hélas, cette vilaine tendinite au genou finit par se réveiller dans les semaines à suivre. Il ne pourra donc pas participer à un 6e Tour de France. Le blaireau se dit alors que l'association avec Guimard est peut-être à son seuil, d'autant que les deux hommes ne se parlent presque plus. Il faut sans doute relancer sa carrière, se trouver un nouveau projet. Celui-ci va se concrétiser par le biais d'une rencontre avec un homme d'affaires aux dents longues, passionné de sport et qui voit dans ce domaine une excellente vitrine pour promouvoir sa propre image et la prospérité de ses sociétés. Bernard Tapie, pour ne pas le nommer, idéalise dans cet autre Bernard un symbole d'une France qui se bat et qui gagne. D'ailleurs, ils ont des points communs tous les deux. D'origine modeste, ils peuvent revendiquer de s'être fait tout seuls, à la force du poignet, même si on ne se fait jamais tout seul. Sponsorisé par une des sociétés détenues par Tapie, la chaîne de magasins La Vie Claire, Hinault montre sa nouvelle équipe et tourne les talons à Guimard, qui a de toute façon trouvé dans le jeune Fignon un successeur au blaireau. L'équipe La Vie Claire est précurseur à bien des égards. Co-sponsorisée par la société Look, appartenant aussi à Bernard Tapie, Hinault et son nouveau staff introduisent sur le Giro 86 ces drôles de pédales à fixation automatique, qui vont représenter une petite révolution dans le cyclisme moderne. L'autre innovation repose sur le recrutement d'un entraîneur atypique, un Suisse nommé Paul Koechli. Atypique peut-être par son allure, mais à prendre très au sérieux. Ses méthodes de préparation sont très rigoureuses et bouleversent bien des habitudes. Il enseigne à Bernard Hinault les vertus de la préparation hivernale. Fini les approximations des préparations Renault-Elf. Tant sur la diététique que sur la thématique des sorties d'entraînement, le blaireau doit se mettre au diapason. Et cela va payer. Le pari est tout de même très osé. Fin août 1983, le blaireau doit se résoudre à se faire opérer d'un tendon. Il n'est pas dit qu'il retrouvera la plénitude de ses aptitudes physiques. Heureusement, le retour en 1984 est progressif et concluant. Victoire sur les 4 jours de Dunkerque et une 2e place sur un très difficile Dauphiné libéré, aux prises avec 2 colombiens totalement foufous, Rodriguez et Martín Ramirez, le vainqueur. Le vieux lion est enfin prêt pour le Tour 1984. Cruelle désillusion, malgré un panache de tous les instants, le Breton termine 2e et cède plus de 10 minutes à l'intouchable Fignon au zénith de sa condition physique. Le duel tourne à la démonstration, mais Hinault se bat comme un dément, devenant paradoxalement bien plus populaire que lorsqu'il remportait ses Tours de France entre 1978 et 1982. J'ai surtout en tête l'étape de l'Alpe d'Huez, attaque dans le col du Coq, enchaînement dans la terrible côte de la Fraye. Au pied de l'Alpe, toujours seul en tête, il est hélas repris et aussitôt déposé par l'insolent Fignon. En 1985, le blaireau n'a pas dit son dernier mot. Désormais, c'est Fignon qui est out. L'équipe La Vie Claire s'est copieusement renforcée avec le jeune et talentueux américain Greg LeMond, le Canadien Steve Bauer et l'excellent rouleur le Danois Kim Andersen. La meilleure équipe du monde, selon les propos de Tapie. Et du reste, il ne s'y trompe pas.
Son leader remporte un troisième succès au Giro avant de se lancer dans ce défi d'égaler Merckx et Anquetil au nombre de victoires dans le Tour de France. Ses principaux adversaires s'appellent Roche, Delgado, Herrera, le Colombien et son propre équipier Greg LeMond. Un an après avoir subi la suprématie de Fignon, c'est désormais lui qui impose sa loi à tous. Un contre-la-montre de 78 km en première semaine lui permet de prendre le large, puis une randonnée à deux avec Herrera dans la plus longue étape des Alpes enfonce le clou. Même s'il y a cette chute sur le cours Foriel à l'arrivée à Saint-Étienne, et cette fracture du nez qui, pour autant, ne l'incite pas à abandonner, surtout pas. La traversée des Pyrénées avec des difficultés bien évidentes à respirer par le nez ne sont pas une partie de plaisir. Le jeune pousse LeMond en profite pour se faire la belle avec Stephen Roche. Seulement Köchli prie le poulain de ne pas relayer l'Irlandais. Grâce à cette consigne, LeMond, quelques minutes après l'arrivée, claque la porte du camping-car pour ne pas répondre aux questions des journalistes. Et le blaireau sauve son 5e Tour de France. Il devient ainsi l'égal de Merckx et Anquetil. 1986 sera sa dernière saison, avec la promesse faite à LeMond de l'aider à remporter son premier Tour de France. Mais ça ne va pas empêcher l'ancien de pousser le padawan dans ses retranchements. Titillé par l'envie non avouée ou non dite de devenir le premier recordman de victoire sur le Tour de France, le blaireau souffle le chaud et le froid. À coup d'attaque, le doute est permis. Il faut même l'intervention de Tapi dans une émission de Jacques Chancel pour rappeler que tout va bien au sein de l'équipe La Vie Claire. La belle image de deux coureurs arrivant main dans la main, seuls en tête, loin devant tous leurs adversaires, au sommet de l'Alpe d'Huez éteint les interrogations. Pour son dernier Tour de France, le Breton termine à la 2e place derrière son jeune leader. Bernard Hinault est bien entendu le coureur français le plus titré de l'histoire cycliste. Il avait des prédispositions physiques exceptionnelles. Une fréquence cardiaque à 34 pulsations à la minute, une VO2 max de 90, 10 au-dessus de la moyenne des athlètes professionnels, un fémur très long, doublé d'un moral d'acier qui lui permettait de maîtriser un niveau de douleur extrême. Hinault devait à coup sûr faire une énorme carrière, ce qu'il a accompli dans les grandes largesses. Il est aussi le dernier Français à avoir gagné le Tour de France. Cela va bientôt faire 40 ans. Au total, il a neigé, quoi. Et donc, sur les 200 coureurs, 200 coureurs qu'on devait être au départ, je pense qu'il devait en rester qu'une trentaine au bout de 30 km. C'était plus facile de retourner. Et puis bon, on dit, allez, on va essayer un petit peu, on va continuer. J'avais un bon petit ciré en haut, là, donc j'avais pas froid. Les mains, ça pouvait encore aller. Et je me suis retrouvé avec un équipier qui s'appelle Maurice Le Guillou. Et tous les deux, plusieurs fois, je dis, putain, si jamais il neige à Bastogne, là-bas, au ravitaillement, je bâche. Hein. Et puis, il y a un petit trouée de soleil. Hein. Et Guinard, Cyril vient me voir, il me dit, enlève l'impair. Je dis, mais t'es con, quoi, il fait froid. Il dit, la course commence, enlève l'impair. Je prends l'impair, puis de colère, je lui jette. J'ai froid. Qu'est-ce que je fais? Je roule. Et on a donc la première côte, c'est la côte de Wann. Je monte devant, j'en élimine un petit peu. La deuxième côte, c'est le Stockeux. Et là, je suis parti tout seul. Il reste peut-être 80 ou 90 km. Et c'est parti. Après, quand tu es devant, tu ne peux plus abandonner. Même s'il neige. Si tu ne vas pas abandonner alors que tu es tout seul devant. Et j'ai continué jusqu'à l'arrivée. Et t'as gagné. Ouais, j'ai laissé mes doigts par ça, mais, parce que je pensais pas que ça pouvait aller jusque-là. Et Cyril essayait de me réchauffer en me donnant des gants.